Le rôle dans ces clubs-là, c'est le rôle de copilote. Vous avez une route sinueuse un peu, vous avez le gardien qui conduit, vous êtes à côté. Et juste de régler en disant attention, là tu vas trop à la bordure, ne tombe pas dans le ravin. Et après, plus on avance, plus il y a des objectifs. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans La Voix des Gardiens, le podcast qui plonge dans leur univers. Vous en avez l'habitude, depuis 2 saisons, mes invités se livrent avec sincérité et bonne humeur sur leur carrière, avec des anecdotes, des confessions et même parfois des conseils. Pour cette saison 3, on va de nouveau se pencher sur le poste, la grande famille des gardiens de but, qu'importe le sport. Un poste à part, diront certains, pour les fous diront d'autres, mais avant tout indispensable dans une équipe. Et c'est justement pour ça que j'ai voulu interroger les spécialistes du poste. Et si vous découvrez cette série d'entretiens grâce à cet épisode, 2 saisons vous attendent. Pour les réécouter, on se retrouve sur les plateformes d'écoute et sur les réseaux sociaux. Bonne écoute! Avant de commencer ce nouvel épisode, je vous souhaite mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, de la joie, de la réussite, de belles victoires, de beaux arrêts, le moins de boulettes possible et surtout pas de blessures et la santé, ainsi qu'à vos proches pour 2025. On débute cette année à Lille, c'est ici que mon nouvel invité s'est posé en juin dernier, après avoir entraîné à Troyes, au Havre, au PSG, à l'OM, à Amiens et à Nice. Bonjour Nicolas Deon. Bonjour. Je le disais, Steve Mandanda, Grégory Coupé, Mike Maignan, Alphonse Areola, Kevin Trapp, Salvatore Sirigu, Marcin Bulka, Peter Schmeichel et aujourd'hui Lucas Chevalier sont entre autres passés entre tes gants, mais aussi des invités que j'ai déjà reçus dans La Voix des Gardiens comme Stéphane Cassard, Apula Edel, Gennaro Brasigliano et Nicolas Douchez. Plus de 25 ans de carrière au contact des gardiens, entouré de grands noms dans les buts, mais aussi avec toi sur le banc, de Didier Deschamps à Laurent Blanc, en passant par Unai Emery, Christophe Galtier, Lucien Favre et aujourd'hui Bruno Genesio. On va retracer tout ça, ta passion du poste. Mais avant ça, première question, je la pose à tous les invités. C'est quoi un bon gardien aujourd'hui en 2025 ? Un bon gardien, c'est quelqu'un de complet déjà. C'est quelqu'un de complet. C'est quelqu'un qui s'adapte à un club, qui s'adapte à un système de jeu, qui s'adapte à un entraîneur et qui trace sa voie comme ça avec des objectifs à court terme et à long terme. Et le tout, c'est de les atteindre et d'être le plus constant possible. Donc ça, c'est la partie globale. Et la qualité principale, si on doit en ressortir une d'un gardien, est-ce que c'est l'adaptation ou est-ce qu'il y en a une autre plus précise ? Non, après, par rapport à mon expérience et les clubs que j'ai fait, la première qualité d'un gardien de but, c'est le mental. C'est les émotions, comment gérer les émotions, comment appréhender un événement, un grand match. Toi, comment t'es devenu gardien de but ? Je suis devenu gardien de but grâce à mon père. Avant j'étais ailier droit, donc je jouais un peu sur le champ. Et mon père, comme était gardien de but, m'a poussé un peu à être gardien, donc j'ai pris cette voie-là. Il m'a accompagné longtemps. Et ensuite, je suis parti là, et ça m'a plu. C'est un poste qui me plaît, c'est un poste à responsabilité. Et qu'est-ce qui t'a plu la première fois quand t'es allé dans les buts ? Est-ce que t'as un souvenir de cette fois-là ? Qu'est-ce qui t'a marqué ? Ce qui m'a marqué, c'est par rapport aux autres joueurs, déjà de pas avoir le même maillot. Ça m'a marqué. Et deuxièmement, j'étais le seul sur le terrain à prendre le ballon avec les mains, de plonger dans la boue, de sauter, de courir, de tomber. Voilà, ça c'était... Comme je suis quelqu'un assez dynamique, donc tout ça, ça m'a plu et j'ai trouvé que ce poste était complet. On parlera de ta carrière d'entraîneur, mais ta carrière de joueur, t'étais quel type de gardien, si tu dois te définir avec le recul ? J'étais un gardien qui était bon sur sa ligne, qui était pas très bon dans les sorties aériennes, dans la gestion de l'espace devant, mais après je suis passé aussi avec une époque, une génération qui était ces gardiens-là qu'on décrivait comme bons sur leur ligne. Si on va un peu plus loin, je me suis donné des objectifs. À un certain moment, je me suis dit, t'as pas de potentiel, un potentiel un peu par rapport aux autres. Il faut que tu travailles 2 fois plus pour essayer de combler un peu ça. Et c'est là que je suis parti à l'INF Vichy où à ce moment-là, il y avait des Franck Dumas, il y avait des David Marot comme gardien, il y avait des Bruno Valanconi. Et c'est là que j'ai vraiment appris la vie parce que l'INF Vichy, c'était quelque chose qui m'a construit en fait. Franck Ravieux, qui était le dernier invité de ce podcast, en a parlé, lui, de l'INF Clairefontaine, qu'il avait connu en tant que joueur et après comme formateur. En quoi c'est important, ces années-là, pour toi ? En quoi elles t'ont façonné ? Qu'est-ce qu'elles elles t'ont apporté ? Au-delà presque même que sportivement. Bien sûr, après c'est l'éloignement de la famille, parce qu'à un certain moment, quand on va on était logé dans un Crêpes, donc obligatoirement on était retiré de notre famille, qu'on
qui pouvaient nous rendre visite de temps en temps. Mais ce qui est marqué le plus, c'était le travail au quotidien, avec des gens, des entraîneurs qui formaient des joueurs. Donc on s'entraînait beaucoup, surtout les gardiens. Quand les joueurs, de temps en temps, le mercredi après-midi, allaient en ville, nous, on n'avait pas le droit. On avait des spécifiques gardiens, des fois sur des stabilisés, parce qu'à cette époque-là, c'était un peu du sable. Il n'y avait pas les synthés partout. Non. Et donc, il fallait se rembourrer. Moi, je me souviens, ma mère, elle m'avait fait des survêtements avec des rembourrages sur les côtés, avec des pains de mousse. Et voilà, à certains moments, c'est l'école de la vie. C'est ce qui m'a permis, à certains moments aussi, de me forger, de me forger un caractère, de me forger une personnalité. Et donc après Vichy, il y a le passage dans un club professionnel. Toi, tu signes à Troyes, en DH du coup. Comment ça se fait, cette partie-là? Comment tu arrives dans un club de DH alors que peut-être que d'autres compagnons Déjà, je fais 2 ans à l'INF et c'est 3 ans parce que j'avais Sylvain Sanson qui était international, Bruno Valanconi, et en 3e année, gardait que 2 gardiens. Et je m'étais dit, quand j'ai passé les 2 ans, je me suis dit, bon Nico, si tu joues en 2e division, c'est très bien, parce que je pense pas qu'en 1re division, t'as pas les qualités pour. En 2e division, si tu joues, tu auras atteint ton objectif. Et de fait que je signe à 3, qui dépose le bilan, qui démarre en DH, je me suis dit, Nico, tu démarres en DH pour aller en 2e division, ouais, ça va être compliqué. Et petit à petit, dans ce club, j'ai pris ma place, j'ai grandi avec ce club, et j'ai connu 6 ou 7 montées, et en fait, j'ai joué en 2e division. Donc ça fait aussi de dire qu'il ne faut jamais abandonner, il ne faut jamais lâcher, parce que tout arrive à tout moment. À 3, c'est au début des années 90, c'est ça, à peu près? Exactement, 87 exactement. Ce qui m'a fait pas le plus mal, mais ce qui m'avait forgé, je vous ai dit tout à l'heure, à l'INF Vichy, c'était un mental. Et quand je suis arrivé à 3 qui n'était pas professionnel, on m'a dit, bon Nico, tu as signé dans un club, par contre maintenant, nous on n'est pas professionnel, il faut que tu ailles travailler tous les jours. C'est-à-dire, comme un ouvrier, j'étais dans la vie active, parce que là-bas, l'INF Vichy, on s'entraînait, on avait 2 heures de cours le matin, l'après-midi, c'était terminé, on était logés, nourris, blanchis. Et là, il fallait que je passe un cap à un certain moment. Donc, ça allait travailler. J'ai travaillé dans le stade de l'Aube, j'étais presque jardinier, j'ai tout fait presque là. Et ça aussi, ça m'a permis de rester les pieds sur terre à un certain moment et de dire, n'oublie pas d'où tu viens. Et ça, c'était important pour moi. Sur cette période à l'Estac, tu as connu un entraîneur. Il y a la question mystère dans cet entretien. Je vais te laisser écouter la question, puis après je te laisserai y répondre. On avait 2 très bons gardiens. On avait un jeune gardien, un peu plus jeune que Nicolas, qui s'appelait Tangri. C'était très difficile de les départager en termes de valeur. Et donc, j'avais mis en place un système d'alternance. Une fois l'un, une fois l'autre, des fois 2 matchs, pour pas que ce soit toujours le même à domicile ou à l'extérieur. Mais les alternances ne se faisaient pas en fonction des résultats sportifs. À l'arrivée, j'ai eu la sensation que les 2 gardiens devenaient moins performants. Et donc ma question était la suivante, si tu veux, à partir de ça, c'était comment lui, maintenant avec le recul, comment il avait vécu ce système d'alternance qui n'était pas lié sur des critères sportifs, qui était justement lié à partager le poste, c'était partager le poste de gardien. Pour moi, j'ai connu cette période et c'est Alain Perrin, et à chaque saison, Alain Perrin prenait toujours un gardien. Je faisais des bonnes saisons, on est monté en national, on a joué en 3e division, on a joué en N2, et je faisais des bonnes saisons, et Alain Perrin venait toujours me voir à la fin de la saison en disant, Nico, t'as fait une bonne saison, mais je vais prendre un gardien. Et je partais rarement titulaire. Et moi, cette force-là qu'on m'avait donnée à l'INF Vichy de dire ne lâche rien, sois présent, et une personnalité. Et à chaque fois, j'ai toujours accepté. Je me suis dit, bon, Nico, travaille ce que tu as fait à l'INF Vichy, travaille, et on verra ce qui va arriver. Et à chaque fois, j'ai gagné ma place. Et même là, quand le coach raconte avec Olivier Tingry fait en étant 2e division, les 8 premiers matchs. Et il est bon, et je crois que 3 est 2e derrière Saint-Etienne. Okay. Moi, je rentre, je ne sais pas le nombre de matchs, donc déjà, ça, c'est un peu difficile. Il y a toujours un point d'interrogation. Je vais être là, mais est-ce que je serai là le prochain match? Est-ce que tu sais que ça correspond à un bon match ou un mauvais match au moment-là, où tu joues un match sans savoir si c'est conditionné à ta performance Non, je sais que je vais jouer un match. Bon, il avait pas déterminé le nombre de matchs, donc je me suis dit, bon, Nico, vas-y, fais ton truc. Bon, toutes les saisons, c'est à peu près la même chose. Et on va à Guignon. Et à Guignon, je ne sais pas ce qui m'arrive, on gagne 2-0. La balle, elle me tape l'épaule, elle tape la barre, elle tape le poteau. Et je suis dans un truc où je fais 1 match, 2 matchs, 3 matchs, 4 matchs. Et à un certain moment, Alain Perrin vient me voir en disant, bon, Nico, cette fois-ci, c'est Olivier Tingry qui va rejouer. Et je ne sais pas, Olivier Tingry, il faudra lui demander,
je sais pas si c'est mis une pression ou quelque chose. J'avais une chose en plus. Moi, j'avais le public avec moi parce que j'étais parti de bas avec le club et j'avais monté. Donc, j'avais une image. Donc, à un certain moment, les gardiens qui venaient savaient ça. Et ça n'empêchait pas les 2, 3 000, 4 000 personnes de scander mon nom à un certain moment. Et je pense qu'Olivier Tinguely, à un certain moment, a fait une ou deux erreurs. Et moi, j'ai pris la place et je l'ai plus lâché jusqu'au bout, quoi. Et comment tu le prenais qu'à chaque début de saison, Alain Perrin fasse venir un autre gardien alors que toi tu faisais tes saisons et automatiquement il y avait des montées, donc vous étiez performant, mais tu n'étais pas numéro 1 à chaque fois. Exactement, je le prenais mal parce que je ne savais pas ce qui me manquait à un certain moment. Est-ce que c'est la confiance de l'entraîneur? Est-ce que l'entraîneur n'avait pas confiance en moi pendant les matchs, même si je faisais les montées à chaque fois? Et je me disais, mais qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qui me reproche à un certain moment, quoi? Et une fois, deux fois, bon, je récupérais la place et après je me suis dit, bon, bah, ça va toujours être comme ça. Donc voilà, sauf la dernière fois, c'était avec Laurent Weber que j'ai pas pu récupérer la place. Mais sinon, j'ai toujours récupéré ma place. Donc je l'ai pris moyennement bien. Voilà, quoi. Et quels enseignements tu tires de cette période-là? Est-ce que ça a façonné aussi ta façon d'entraîner aussi inconsciemment peut-être, mais oui, c'est sûr. Après, il y a toujours le doute. Et ça, cette part de doute que les gardiens ont actuellement quand on parle de concurrence. Et ça, je l'ai connu un peu à un plus bas niveau. Mais je l'ai connu. Et ça, c'est pas facile. C'est pas facile à vivre. Non, moi, ce que je peux apporter, ce que j'apporte aux gardiens actuellement, c'est que moi, quand je jouais, je faisais mes matchs avant. Je mettais une certaine pression, je faisais ci, je faisais ça. À certains moments, si tu entraînes des gardiens ou si tu vas dans le haut niveau, sois costaud parce que ton gardien, il a besoin de quelqu'un à côté qui est fort mentalement. Physiquement, les performances, tu vas pas pouvoir les faire avec lui, mais par contre, mentalement, tu vas les faire. Et c'est ce qui m'a permis aussi d'enchaîner après. Tu disais, pour toi, l'objectif, c'était la Ligue 2. Est-ce qu'avec le recul, tu sais ce qui t'a manqué pour être un gardien de Ligue 1? Et est-ce que tu as eu ce regret à un moment donné de jamais avoir ce match en Ligue 1 ou pas? Non, j'ai pas de regret parce qu'en fait, moi, c'était la maîtrise de l'événement. La maîtrise de l'événement, j'avais du mal à maîtriser l'événement. Ça veut dire que je me disais toujours, ouais, faut pas que tu passes à travers, fais attention. J'étais parti là-dedans complètement, quoi. Je regardais les journaux le matin, voir la note que j'avais. Enfin, j'étais parti dans un truc où... Et ça m'a desservi. Et à un certain moment, j'essayais de travailler avec de la sophrologie, avec des choses, avec des méthodes. Ouais. Et j'y suis jamais arrivé. Mais par contre, ça me permet aujourd'hui d'entraîner des gardiens de haut niveau et d'amener ce que moi, il m'a manqué. À 3, c'est là où tu deviens entraîneur des gardiens. Comment se passe cette reconversion et pourquoi? Bon, en fait, c'était à un certain moment, quand je vous dis tout à l'heure que Laurent Weber prend ma place, et moi j'ai joué en équipe réserve. Donc je faisais la coupe, j'étais en équipe réserve et il y avait moins de... Les gens venaient moins me voir, c'était Nicolas Dehon, il était en équipe réserve, et Alain Perrin qui me dit, écoute Nico, les staffs vont s'étoffer, je vais prendre un entraîneur des gardiens, le poste revient parce que tu as fait plein de choses au club, donc voilà, tu me dis oui, j'accepte le poste ou non, et je vais jouer ailleurs parce que l'équipe réserve, moi ça me plaisait pas. Ouais. Et donc, j'ai fait le choix de rester. J'ai fait le choix parce que j'entraînais déjà les sports-études à côté. Donc, je me suis dit, ça peut te plaire, ça peut te plaire. Et j'avais fait, je me souviens, un petit audit à Alain Perrin. Ouais. Je lui avais donné et il m'avait dit, Nico, c'est toi qui décides. Donc, j'ai pris le poste. Après 3, tu pars au Havre. Tu découvres au Havre un très jeune gardien à l'époque, Steve Mandanda. La première fois que tu le vois, comment se passe cette découverte quand tu le vois pour la première fois? La première fois, je lui dis, waouh, c'est quoi ce gardien? Il a un gros potentiel, même si déjà, on en parlait déjà un peu. Et la première chose que j'ai faite, j'ai été voir le président Louvel. J'ai toqué à son bureau. J'ai dit, président, je peux vous dire quelque chose? Il me dit, oui. J'espère que Steve Mandanda, vous l'avez, au niveau contractuel, vous l'avez bloqué. Parce que ce garçon, il va faire des choses extraordinaires. Et je savais qu'il avait le potentiel pour aller là-haut. Et en fait, c'est ce qui s'est passé, quoi. Et ce qui te marque, parce que tu dis waouh, mais c'était quoi qui te marque la première fois que tu le vois, ou en observation ou à l'entraînement? Est-ce que tu as une caractéristique qui t'a marqué Ouais, très sa vite? technique, la technique à la française, et quelqu'un de bien formé, quelqu'un qui avait tous les gestes pour aller là-haut. Et ce qui m'a plus marqué en lui, c'est qu'à un certain moment, il était troisième gardien. Il était meilleur que le deuxième, mais il a toujours resté troisième. Ça veut dire qu'à certains moments, il manquait un latéral droit dans l'équipe pour faire le nombre. Il y allait. Jamais il m'a dit, ouais, Nico, non, je veux pas et tout. Toujours. Des fois, c'est l'anecdote que j'ai avec Steve et on se le rappelle souvent, c'est qu'à certains moments, quand il était troisième gardien, on s'entraînait à côté d'un tas de fumier au Havre, sur la plaine, à côté du terrain, quoi. Et il a jamais rien dit, jamais il m'a dit. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il avait le potentiel, que c'était une question de temps
pour pouvoir à un certain moment aller là-haut. Et cet accompagnement de jeune gardien, comment toi tu l'accompagnes? Parce que il y a un numéro 1 au moment là, il y a même un numéro 2. Cette transition-là, même avec tes dirigeants, comment tu jongles, comment ça se passe pour tout concilier et le fait que ça se fasse naturellement quand il arrive après en Ligue 2? J'ai affaire, et comme je vous l'ai dit, j'ai affaire à un garçon qui est sain. Un garçon qui est sain, avec une relation. Je vais aller un peu loin. Moi, c'était la relation père-fils avec lui. C'était à un certain moment, j'avais cette relation-là. Et je me suis dit, ce garçon-là, si tu peux l'accompagner au haut niveau. Et c'est un garçon qui supportait la pression. Et on l'a vu après, pour jouer à Marseille, il faut être costaud. Et c'est un garçon qui prenait tout ça naturellement. Il avait des objectifs, il savait où aller. Donc mon rôle avec lui, il était facile. Après, je pense que si c'est pas Nicolas Dehon, c'est un autre qui l'emmène là-haut. Mais moi, je suis tombé sur la bonne personne. Et moi qui sortais de 3 chez les jeunes, c'était un peu plus difficile. Et quand je suis arrivé, je dis, waouh, c'est quoi? T'as la qualité entre les mains. Après, faut que tu fasses le travail pour l'emmener là-haut. Et lui, il m'a donné les clés. Il m'a dit, voilà, je te donne les clés de la voiture. Tu m'emmènes là-haut si c'est possible. Et voilà. Ouais, là, c'est vraiment une relation Ouais. après entre deux personnes, au-delà de entraîneur-joueur. Exactement. Humain, c'est quelque chose d'humain, quoi. C'est quelqu'un que voilà, après il m'a fait venir à Marseille, il venait chez moi, enfin voilà, c'était plus qu'entraîneur entraîné, c'était plus qu'une relation comme ça. On va revenir du coup sur cette période à Marseille, parce qu'après Le Havre, tu signes au PSG pour une saison, le PSG d'Antoine Kombouaré, ensuite l'OM de Didier Deschamps, puis à nouveau le PSG, on y reviendra avec Laurent Blanc et Unai Emery. Première question, OM ou PSG? Bon, les deux, j'ai pris du plaisir dans les deux. J'ai pris du plaisir dans les deux. Je dirais qualité au Paris Saint-Germain, qualité des joueurs, et je dirais ferveur à Marseille. C'est dans les deux cas des périodes fastes pour le club. L'OM, c'est le titre de champion, c'est 2010-2012 où l'OM fonctionne bien. Ensuite, le PSG, c'est le PSG d'Unai Emery et de Laurent Blanc qui fonctionne aussi très bien. T'es pas avec des gardiens qui sont en difficulté, t'es dans des équipes qui dominent. Du coup, c'est quoi ton rôle concrètement d'entraîneur des gardiens dans des équipes qui dominent? Parce que c'est peut-être pas forcément la même chose à Troyes ou au Havre. Tout à fait. Le rôle dans ces clubs-là, c'est le rôle de copilote. À un certain moment, vous avez une route sinueuse un peu, vous avez le gardien qui conduit, vous êtes à côté. Et juste de régler en disant, attention, là tu vas trop à la bordure, ne tombe pas dans le ravin. Et après, plus on avance, plus il y a des objectifs. À court terme, c'est les matchs, c'est les saisons. Et à long terme, l'objectif à long terme, c'est où le gardien veut aller. Veut aller en équipe nationale, enfin voilà. Et toi, tu es à côté et tu l'accompagnes. Tu l'accompagnes, voilà, après avec ses qualités à lui, une adaptation pour moi, parce que je suis pas pour quand les entraîneurs des gardiens arrivent en disant moi faut faire ci, moi faut faire ça, je suis pas du tout là-dedans. Avec ces gardiens-là, il y a une image que je prends souvent, c'est l'iceberg. Tout ce qu'il y a à l'extérieur de l'eau, ça c'est ce que le gardien montre, et tout ce qui est immergé, c'est tout ce qu'il y a sous l'eau. Ouais. Et ce qu'il y a sous l'eau, c'est le plus important. C'est à un certain moment détecter quelque chose que le gardien veut pas dire, que vous avez remarqué. C'est pas ce qu'il montre, c'est aller chercher là-bas pour créer une connexion, pour essayer de le mettre dans les meilleures conditions possibles pour l'emmener dans la performance. Parce que si on reprend l'image de l'iceberg, qu'est-ce que toi tu peux modifier sur un gardien qui, alors des fois est jeune à 22-23 ans, mais des fois tu as eu des gardiens comme Grégory Coupé par exemple au PSG. Qu'est-ce que tu peux modifier à cet âge-là sur un gardien qui a déjà sa carrière, qui a ses habitudes, qui a sa technique? Eh ben c'est une confiance parce qu'à certains moments, on n'est pas comme dans les jeunes où au centre de formation on travaille sous forme de cycle, on fait 2 semaines ça. Non, là t'es en crise de temps. T'es en crise de temps de quoi? D'une médiatisation qui te harcèle tous les jours, d'une confiance que tu as, d'un mauvais résultat, d'une erreur que tu peux faire. Et là, l'accompagnement, il est très important. De savoir, tu dois être près de ton gardien, tu dois t'éloigner, Après, on peut dire, oui, il a 33 ans, mais les gardiens, ils ont besoin de quelqu'un à côté, même si tu as 33 ans. Moi, j'ai connu un garçon, et je sors un peu du truc, qui est Christophe Revaux, paix à son âme. Ouais. J'avais le rôle de père avec lui. Je gérais ça un peu avec sa femme. Je téléphonais souvent à sa femme en disant oui, Christophe, comment il est, machin. Et le mec, il avait 35, 36 ans. Et toi, t'étais plus jeune. Voilà, j'étais plus jeune, mais j'avais, voilà, il me regardait comme quelqu'un qui disait putain, aide-moi, s'il te plaît. Et moi, j'adore ce rôle. Et c'est ce que j'ai eu avec des Greg Coupé, avec des gens comme ça. En parlant d'aide, en 2010, je crois que Steve Mandanda est champion de France et il t'appelle en te disant viens m'aider. Il sortait d'une période où il avait performé, où il avait peut-être 1 ou 2 arrêts à faire par match, mais il les faisait pour permettre à l'OM d'être champion. Il avait besoin de quelle aide? Moi, déjà, cette période, elle était un peu compliquée. Même si maintenant il a oublié avec Antoine Kombouaré. Parce que c'est Antoine Kombouaré qui m'emmène au Paris Saint-Germain.
Je dois re-signer au mois de janvier, février, mars. Je dois signer et on me dit rien. Et Steve m'appelle en me disant... Donc ça, c'est janvier 2010. Voilà, exactement. Me disant, Nico, faut que tu viennes m'aider parce que j'ai besoin de quelqu'un à côté de moi qui est costaud. Et donc, faut annoncer à Antoine Cambrai que je vais aller à Marseille. Et lui m'a fait venir au PSG chez le concurrent. Et là, ça n'a pas été facile. Mais j'ai pris ma décision à un certain moment. J'ai pas reculé, même à Greg Coupé. Il m'a dit, Nico, vas-y. Si Steve t'appelle à Marseille, vas-y. Et je suis parti là-bas dans un contexte difficile par rapport à l'environnement. Je connaissais pas Didier Deschamps. Steve m'a fait venir, mais Didier Deschamps m'a pris sous son aile un peu, m'a protégé dans son staff. Et c'est ce qui m'a permis aussi de faire mon travail consciencieusement. Parce que ce staff-là de Didier Deschamps, comment se passe la première rencontre? Tu dis il te connaît pas. Est-ce qu'il a des attentes sur le poste? Est-ce qu'il te découvre et il veut te tester un peu? Comment ça se passe? Bah déjà, Steve en avait parlé, parce que je pense que Steve en a parlé. Si Steve n'en parle pas, je sais pas si je suis là-bas. Et Steve avait mis un peu Didier en confiance en disant mes qualités, les défauts, je sais pas. Mais en fait, je suis arrivé là-bas et Didier avait déjà une photo du personnage, parce que Steve l'avait déjà vu. Et moi, avec un entraîneur que je connais pas, tout de suite, j'essaye d'aller chercher la confiance. Parce que tu sais que tu es observé. Didier Deschamps, il m'a observé dans mes entraînements, dans ma vie de groupe, dans la vie du staff, pour voir comment j'étais. Et après, c'est tout. Une fois que tu as la confiance de ces gens-là, après, ils te prennent avec toi sous son aile. Et dans ces équipes qui fonctionnent bien, tu parlais de ce rôle de copilote. Du coup, l'accompagnement de Steve Mandanda principalement, mais après Linton Andrade, même Gennaro Brasigliano sur ton parcours. Au quotidien, c'est avant tout de la technique ou sur les séances d'entraînement, tu travailles aussi le mental, mais comment tu peux le travailler sur des séances d'entraînement? Comment ça se passe au quotidien? Au quotidien, ça se passe. Après, j'ai une méthode, c'est peut-être pas la meilleure, mais je sais qu'à certains moments, le gardien, c'est les jambes et la tête. Les jambes, le travail à l'entraînement, et la tête, c'est ce que tu fais au quotidien. C'est quand il arrive le matin de dire, on va travailler ça. Mais comment on va le travailler? Quel exercice? Il sait pas. J'en discute encore avec Lucas ce matin. Ils savent pas quel exercice. Ils l'ont jamais fait, donc ils découvrent quelque chose. Et ça, je pense que ça permet aux gardiens de rester là-haut mentalement, de découvrir, d'être toujours en alerte, de dire, voilà, qu'est-ce qu'on va faire, voilà. Après, la relation que j'avais avec Steve, je vais peut-être vous choquer, c'est une relation vraie. Ça veut dire qu'à certains moments, pendant une semaine, on se parlait pas. On était un peu chien et chat, à certains moments, voilà. Et moi, je savais ce qui lui manquait pour aller là-haut, de le bouger de temps en temps, parce que Steve, c'est une très bonne personne, et je savais comment le gérer. Et même là-bas, à Marseille, on me disait, waouh, tu parles à Steve Mandanda comme ça et tout. Je parlais à Steve Mandanda parce que je le connais, et lui, il acceptait, parce qu'il savait ce qu'il avait besoin pour l'emmener là-haut. Et entre lui et moi, il y avait rien qui passait entre, c'était une feuille de cigare, il y avait personne qui passait entre nous deux. Ouais, on m'a dit que parfois t'étais assez cash et pourtant il performait. Enfin, c'était avec un gardien. Ouais, c'est dur. Après, il me connaît, mais je suis cash aussi avec Lucas. Je suis cash. J'aime bien parce que j'aime pas me garder ça en moi. Parce que après, si ça se passe ou s'il y a quelque chose, je me dis pourquoi tu leur as pas dit. Et moi, je suis cash et j'ai été cash avec Steve. À certains moments, même quitte à aller pas au conflit, mais je vous dis, là, des fois, une semaine, on se parlait plus. On se parlait pas parce que je savais comment j'allais l'amener là-haut dans la performance. Et il me suivait tout le temps parce qu'il avait confiance en moi. Premier match avec l'OM, c'est le trophée des champions contre le PSG qui se finit au tir au but. T'avais gardé quelques notes des tireurs parisiens ou pas? Après j'ai une ou deux anecdotes. C'est que au match là-bas, il y a Ludo Julie qui jouait. Il me dit, Nico, t'as donné les pénaltys à Steve, tu sais, mais je vais changer. Mais je dis, écoute Ludo, tu fais comme tu veux. Moi j'ai des trucs, enfin voilà quoi. Et en fait on gagne là-dessus. Et ça c'est ma plus belle introduction dans ce club. Des gens qui me regardaient, pas de travers, mais qui me regardaient un peu, sont venus me serrer la main à la fin en me disant, t'as fait le boulot. Et moi, j'étais content. Pour mon intégration, ce que Steve avait fait. Parce que moi, mon reflet, mon duo, c'était Steve Mandanda. Et s'il était bon, j'étais content. Et s'il était bon, je prenais du crédit. Donc c'était très important. Ses performances étaient très importantes. Et Ludovic Julie avait changé son tir ou pas? Je pense pas. Non, il avait tiré pareil. Je sais même pas s'il l'avait pas loupé. Je sais qu'il avait arrêté un ou deux, mais Steve arrête celui de Julie, donc c'est pour ça que. Voilà, C'est quoi un objectif réalisable? Tu sais, ces petits mots que tu dis avant le match, à la mi-temps, à ton gardien. Ouais. Un objectif réalisable, c'est ce qui va... Déjà, c'est un objectif à court terme. C'est un geste simple, un enchaînement de gestes, une prise de balle, une relance. Un geste simple, mets ton corps derrière le ballon. Un clean sheet. Voilà, c'est des choses comme ça. De dire, t'es un peu plus en difficulté dans le domaine aérien, corrige ton placement. Et ça... c'est à la vidéo qu'on voit tout ça. C'est à la vidéo que tu corriges les détails. C'est important.
C'est ça, ces petits mots que tu dis aux gardiens, on te voit même en ce moment avec Lucas Chevalier, dès la fin du match, tu vas le voir. Non, déjà, moi, le moment plus important, c'est après l'échauffement. Au départ, quand le gardien me connaît pas, que je découvre le gardien, bon, il sait pas trop. Par contre, à certains moments, quand il sait comment je procède, il attend. Il est devant moi, il attend ce que je vais lui dire. Et j'ai jamais le même objectif. Et je ressasse ça dans ma chambre après la sieste, au repas, je me dis qu'est-ce que je vais lui dire aujourd'hui, qu'est-ce qui va le toucher, qu'est-ce qui va le mettre en condition. Peut-être que des fois j'ai des sensations qui sont pas bonnes. Comme une fois on joue Arsenal au Vélodrome et je dis à Seb, j'espère que tu as la petite boule au ventre parce que c'est ça qui va te permettre de faire la performance. Et à la fin du match, Steve, il me dit non, j'avais pas la boule. Enfin, j'avais pas la boule au ventre, on en a rigolé. Mais j'aime bien toujours titiller de dire, voilà, l'objectif aujourd'hui, c'est ça. Regarde les matchs que t'as fait, regarde, t'es dans ta maison, t'es dans ton stade. Voilà, t'es chez toi ici. Donc essaye de faire plaisir. Ta maison, c'est les 16,50, c'est les 5,50. Personne doit rentrer dedans. C'est toi le patron dans ces zones-là. Et ça, tu le fais même avec des gardiens tous les gardiens. Parce que ça peut être des phrases qu'on entend oui. en zone gardien amateur. Oui, tous les gardiens. Et moi, c'est ma façon de travailler. Pourquoi ? Parce que c'est ma passion. Parce que moi, je vous ai dit tout à l'heure, moi, le gardien, il rentre physiquement. Je peux pas faire la performance. Par contre, mentalement, je suis là. Avant Marseille-Lille au mois de décembre, et en plus, ça va être le cas dans très peu de temps en Coupe de France également, tu disais qu'après avoir quitté Marseille dans la Provence, il te manquait quelque chose. C'est quoi ? C'est la ferveur, vraiment, ce qui dépasse dans ce club, c'est ce que tout le monde... Voilà, le Vélodrome, c'est un super stade. Moi, j'ai toujours eu un regret dans ce stade, c'est échauffer Steve avant le match et quelqu'un derrière, un photographe, me prenne en photo devant les virages. Ça m'a manqué toujours. Pour avoir un souvenir, comme ici, j'aurais des souvenirs, comme partout, j'ai eu des souvenirs, des photos, des trucs qui me clashent. Et Marseille, c'est spécial. C'est très difficile à Marseille. C'est très difficile. Mais quand on part de là, on se dit, putain, il y a quelque chose. Il manque quelque chose. Enfin, voilà. Mais c'est très difficile. T'es parti de là pour aller au PSG de Laurent Blanc. T'as à ce moment-là connu des gardiens, Mike Maignan, Kevin Trapp, Sirigu aussi. Est-ce que c'est facile de gérer, surtout que des fois il y en avait même 2-3 qui étaient là en même temps, est-ce que c'est facile de gérer ces gardiens-là, ces nombreux gardiens-là ? Après, je reviens un peu sur Marseille, ce qui s'est passé. Quand Didier Deschamps savait pas trop, quelques mois après, il part en équipe de France, il me dit, Nico, j'ai vu Vincent Labrune, les dirigeants, ils veulent te garder. Mais moi, je me sentais pas isolé, parce qu'il y avait Stem, il était avec ses potes dans le vestiaire. Et moi, je me dis, waouh, quel entraîneur ça va être. Ici, je suis pas le bienvenu au départ, parce qu'il y avait quelqu'un à ma place avant qui était... Ouais. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que tu fais ? Et j'ai connu le chômage, à un certain moment. J'ai connu le chômage. Avant de rebondir, comme vous l'avez dit, au Paris Saint-Germain. Et là, ce qui m'a marqué, quand tu arrives au Paris Saint-Germain dans ces clubs-là, tu te dis, waouh, c'est la qualité d'un gardien de but, c'est pas la technique, c'est le mental. Parce que j'ai vu des gardiens au Paris Saint-Germain, je tairai le nom, à l'entraînement, ils étaient très bons. Et en match, avec les joueurs qui, d'un côté, il y avait Thiago Silva, il y avait Mota, il y avait Ibrahimovic, ils perdaient un peu leurs moyens. Et ça, je me suis dit, waouh, mentalement, faut que tu l'accompagnes encore plus que ce que tu as fait. Parce que j'ai connu le pire de trucs, c'est la remontada, avec des gardiens, avec Kevin Trapp, Et ça, c'était pas facile. Et après, il y a eu la concurrence. On m'a mis des gardiens en concurrence, alors que moi, j'étais pas trop au courant. Enfin, on m'a dit, voilà, tu dois entraîner ça, mais après, il faut les gérer, les hommes. Bah c'est ça, parce que t'avais un gardien qui Exactement. aurait pu être un très bon numéro 1 s'il était tout seul et en confiance. Exactement. Mais si on t'en rajoutait un deuxième, un troisième, après, c'était toi qui étais au quotidien à l'entraînement. Exactement. Du coup, comment tu le gérais ça sur le côté humain ? Je gérais, j'avais une organisation un peu, entre guillemets. J'avais Nicolas Duchesne qui était là, qui était prévu numéro 2, à un certain moment qui s'était prévu numéro 3. J'avais Mike Maignan qui était numéro 4. Et je me suis dit, Nico, t'avais Kevin Trapp et Sirigu qui étaient un peu en concurrence. Ouais. Et je me suis dit, Nico, faut que tu mettes quelque chose en place. Donc j'allais voir Nicolas Duchesne avant mes séances. Je lui dis, Nico, aujourd'hui, on va faire ci, on va faire ça. Quand tu rentres sur le terrain, tout de suite, t'emmènes tout pour emmener tout le monde là. Et après, voilà, tu connais les exercices, on va faire ci, on va faire ça. Après, tu t'adaptes, attention frappe, attention prise de balle au ballon que tu peux mettre. Et après, j'avais dit au petit Mike Maignan qui était jeune, je dis, Mike, toi, tu vas être un peu le jeune qu'on chambre, le jeune qu'on rigole avec lui, qu'on accepte ce rôle. Parce que je vais en avoir besoin pour moi. C'est lui qui mettait l'ambiance, il se faisait chambrer. Je lui disais, Mike, ne dis rien, même si ça te plaît pas, laisse faire. Moi, j'étais un peu le référent, et eux, derrière, ils étaient là pour essayer de mettre de l'huile dans les rouages. Et après, ça m'a permis d'emmener tous les autres, toujours en faisant attention quand j'entraînais l'un, quand j'entraînais l'autre, quand je parlais à l'un,
quand je parlais à l'autre, quand il y en avait un qui jouait, quand il y avait un qui jouait pas, quand je donnais des vidéos sur l'adversaire à l'un, je devais toujours être sur un pied d'égalité. De par ton expérience de joueur et de ce qu'on comprend là, toi, tu es plus de cette façon de voir la concurrence comme un numéro un en confiance. Comment... Oui, tout à fait, un numéro en confiance. Parce que quand vous jouez dans des clubs comme Paris Saint-Germain ou même Marseille, c'est déjà dur d'être numéro un. Et en plus, si vous rajoutez une concurrence, c'est un deuxième problème qui est difficile à gérer pour les gardiens, pour tout le monde. Même pour l'entraîneur des gardiens, à certains moments, c'est pas facile. C'était Unai Emery qui m'avait dit, Nico, tu vas me donner ton avis sur si je dois faire jouer l'un ou l'autre, mais c'est pas toi qui va la décision, c'est moi qui va la prendre. Parce qu'au quotidien, tu te retrouves avec eux. Moi, j'ai un groupe de 20 joueurs, et si je fais pas jouer l'un ou l'autre, ils sont perdus dans les 20 joueurs. Ouais. Tandis que toi, tu as une relation, t'en as 3 ou 4, et tous les jours, si le gardien il sait que c'est toi qui l'a pas fait jouer, qui veut pas qu'il joue, c'est difficile. Et ça m'a soulagé aussi, à un certain moment dans mon rôle. Ouais, parce que même par rapport après vis-à-vis des joueurs, s'il y en avait qui venaient te voir ou qui avaient un mal-être et tout ça, tu pouvais aussi dire la décision, moi je... Exactement, obligatoirement. Mais après la concurrence, enfin, moi, si on parle de ça, j'aime pas la concurrence. Parce qu'à un certain moment, le gardien, il a des automatismes avec les défenseurs. Il y a une position que peut-être l'autre n'a pas. Et ça peut tout dérégler. Psychologiquement aussi, ça dérègle aussi à certains moments. Le manque de confiance, voilà, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est un peu ce qu'il y a eu cette saison avec le PSG. Donnarumma était là. Après, à partir du moment où Safonov rentre dans l'équation, ça redevient... Mais c'est un caillou dans la chaussure. Et moi, j'ai connu ça. Donc, c'est très difficile. Même pour l'entraîneur des gardiens, c'est un truc ignoble à vivre. Pour travailler avec 4 top gardiens, dans l'organisation des séances, tu le disais là tout à l'heure, il y avait un numéro 1, un numéro 2 qui étaient ensemble, puis après tu arrivais à moduler un peu avec le numéro 3 et le numéro 4, mais 4 gardiens à l'entraînement, plus des fois même peut-être un jeune du centre de formation en plus, un 5e. Les séances, comment tu faisais? C'était un gros groupe de gardiens Ouais, un gros groupe de gardiens. Après moi, je suis toujours dynamique dans mes séances. Moi, ça veut dire que tout le monde est occupé. Si tu n'es pas dans le but, tu mets un ballon au pied. Si t'es pas, tu fais une prise de balle. Enfin, il y a toujours ça. Une équipe de gardiens, faut que ça vive. Sinon, on s'embête. Si on est 5 ici à se regarder dans le blanc des yeux. Donc, c'est toi, l'entraîneur des gardiens, qui doit tirer tout le monde, un peu la locomotive. Et après, une chose qu'on n'a pas parlé, que j'ai découvert au Paris Saint-Germain, c'est la différence de nationalité. Trapp n'avait pas la même technique que Sirigu. Et Sirigu et Trapp n'avaient pas la même technique que Douchez, qui était formé à la française. Et c'est là que j'ai appris et j'ai commencé à me dire, il faut individualiser les séances. Ça veut dire qu'à certains moments, sur un travail en plus, je prenais Trapp et je faisais les exercices que lui avait l'habitude dans sa technique. Je prenais Sirigu qui avait pas... Et voilà, j'ai essayé aussi d'amener ça à tout le monde. Et surtout, quand tu individualises le travail, c'est d'avoir aussi un échange avec le gardien. Je comptais en parler quand on allait parler de Nice avec Marcin Bulka et Peter Schmeichel, mais on va basculer dessus tout de suite. Du coup, toi, il y a des écoles de gardiens par nationalité. C'est quoi l'école allemande? C'est quoi l'école italienne et même danoise et polonaise pour les gardiens que tu as connus au-delà? Et après, on parlera de l'école française. C'est surtout au niveau des exercices, au niveau des gestes techniques. On parle de la croix, on parle de gardiens qui font la croix. Ça c'est la plupart des gardiens. Mais un Sirigu, on fait pas la croix avec un Sirigu. On fait pas la croix avec un Mandanda. Moi, je pense qu'à un certain moment, quand tu es un Mandanda qui a 30 ans et que tu lui fais travailler la croix, c'est un manque de respect. Pour moi, c'est un manque de respect. Parce que moi, le gardien, à un certain moment, il faut travailler sur ses forces. Oui, tu dois régler des détails. Oui, mais à 30, 34, 35 ans, le mec, il se connaît et il a des gestes. Et après, si tu peux le perturber, si tu vas le perturber, pour moi, c'est pas bon. Un Sirigu, il a été dans des clubs, il m'a dit, Nico, moi, je peux pas parce que on fait la croix, ce geste-là, moi, je peux pas parce que j'ai pas été formé comme ça. Et à un moment, je pense qu'il faut respecter les gardiens. Les gardiens qui n'ont pas l'habitude de se faire ce geste technique à 30, 31 ans, je pense qu'il faut pas leur amener ça. Il faut faire autre chose. Mais alors du coup, dans la conception de tes séances, quand tu avais Kevin Trapp, du coup, lui, il voulait travailler la croix parce qu'il la maîtrisait. Bien sûr. Mais comment c'était un exercice différent ou sur une frappe, tu faisais travailler la croix à Trapp? Comment tu faisais avec Sirigu? En fait, au départ, j'étais vague. J'étais assez vague dans mes séances. Tout ce qui est les 1 contre 1, les duels, j'attendais d'être tout seul avec mon gardien pour travailler ça. Ça veut dire qu'un Salvatore Sirigu, lui... Dans tout ce qui est sorti dans les pieds, c'est à l'italienne, c'est comme à la française, c'est les mains en premier, on protège la tête et on va sur le ballon. Et par contre, les Trapp, les Schmeichel, les Bulka aussi, c'est surtout se mettre en écran, le corps en écran, pour pouvoir contrer le ballon et fermer l'espace.
Et donc, je m'adaptais, ou je sortais avant avec un certain gardien. Sirigu sortait avant, tu veux travailler, ouais, les sorties, on va faire ça avant. Et après, j'arrivais à généraliser un peu tout. Et toi, pourtant, tu étais de l'école française. Enfin, Exactement. automatiquement, même dans les formations d'entraîneur des gardiens, enfin les CEGB et tout ça, toi, c'était l'école française. Mais par contre, tu as appris des autres. Exactement. En fait, c'est ce qu'il faut. Un entraîneur des gardiens doit toujours être dans la recherche. Parce que moi, si j'entraîne actuellement un Lucas Chevalier comme j'ai entraîné un Tony Hortebise ou un Stéphane Cassard, je pense pas que je serai encore dans le milieu. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on est dans la recherche. On regarde ce que les autres font. On regarde ce que les autres disent. On regarde les gestes techniques. On regarde comment ils font la position des bras, la posture, les épaules. Et on avance. Avec le recul, comment tu juges la remontada et le match de Kevin Trapp? Ce qui m'a interpellé, c'est quand on est rentré à l'échauffement. Je l'ai trouvé un peu perdu. Je l'ai trouvé un peu match important. Enfin, voilà. Après, dans l'échauffement, il s'est mis dedans. Et après, ce qui lui fait mal, c'est le premier but. Il prend le premier but assez rapidement. Et après, pendant le match, tu sens que l'équipe, elle recule. Il n'y a pas un Thiago Motta pour aller discuter avec l'arbitre, pour aller essayer de contester un peu. Et là, tu subis. Et à un certain moment, à force de subir, même moi, quand on a marqué, je suis même pas levé parce que je me suis dit, il peut se passer autre chose. Et en fait, voilà. Même avec ce but-là, Oui, parce qu'en plus, il y a le face-à-face de Di Maria exactement, aussi. Exactement. Et vous, sur le banc, toi, t'es pas serein parce que tu il sens n'y avait que... pas plus Camara parce que je sens qu'il peut se passer quelque chose. Après, c'est une intuition. Et je sens que on est dans les retranchements, on recule. Et je me suis dit, le temps va être long, il reste encore beaucoup de minutes à jouer. Et là, je me suis dit, ça va être compliqué. Autre gardien du PSG, en 2015, est-ce que laisser partir Mike Maignan, c'était inéluctable? Ouais, parce qu'en fait, Mike Maignan, il jouait en National 2. Et il vient me voir, et il me dit, Nico, moi j'ai joué 1 an en National 2, moi j'ai fait le tour un peu, moi il faut que j'aille ailleurs, faut que je trouve quelque chose, j'ai un autre projet, quoi. Et je dis à Olivier Létang, qui était le président, je dis, Olivier, il faut essayer de le maintenir encore une saison, donc on l'empêche de partir. Et la saison d'après, pareil, les gardiens, il y a encore des multiples gardiens, et t'as le petit jeune qui est là. Et on s'est dit, on peut pas le garder, c'est impossible, donc on l'a vendu à Lille. Et à un certain moment, les jeunes, ils avaient du mal. Ils avaient du mal à se faire un passage. Pas à cause d'eux, mais par rapport au club, avec les ambitions qu'avait le club. Et après, il y avait un gardien qui était formé au Paris Saint-Germain, c'était Alphonse Areola, qui était un bon garçon, qui a essayé de tout faire pour essayer de jouer au niveau au Paris Saint-Germain, mais l'instabilité des gardiens au Paris Saint-Germain a fait qu'il était obligé de partir aussi à un certain moment. Même pour lui, ça a été difficile de réellement s'imposer et d'être le gardien numéro 1 comme il est aujourd'hui à West Ham. Oui, parce qu'en fait, Alphonse, il a tout fait bien. Ça veut dire qu'il a été prêté à Bastia, il a joué en Ligue 2, il a été prêté à Lens, il a été prêté à Villarreal. Tout était réuni pour revenir dans son club. Et à un certain moment, je lui en ai parlé, je me suis posé une question, j'ai regardé dans les autres clubs, Manchester City, Liverpool, tous les clubs, Real de Madrid, Barcelone, tous les clubs qui gagnaient la Ligue des Champions qui étaient là-haut, je me suis dit, mais est-ce qu'à un certain moment, il y a un gardien qui est formé au club qui joue dans ces équipes premières? Aucun. Le dernier, je pense que c'est Casillas au Real de Madrid. Aucun gardien. Et c'est là la difficulté d'être petit dans son club et d'être formé au club et de sortir et de réussir. Parce que par exemple, même un Neuer, il explose à Schalke et il arrive au Bayern, il n'est pas formé au Bayern. Exactement, donc ouais. pour toi, c'est compliqué quand on est sur du top niveau d'être formé parce qu'il faut du temps de jeu, il faut qu'à un moment donné le club lui fasse la place, mais il y a tellement d'exigences que c'est compliqué de faire confiance à un gardien de... Puis on est toujours à dire, oui, c'est le petit du centre de formation, c'est le petit qui grandit ici à un certain moment, quoi. Et même si ce petit a des qualités, à certains moments, le club n'ose pas trop le mettre en disant ouais, mais il est au club. Voilà, quand on l'a sous les yeux tous les jours, donc on se dit oui, il est bon, mais d'accord, c'est toujours mieux ce qu'il y a ailleurs. Et quand on ramène ce qu'il y a ailleurs, on se dit on aurait dû peut-être continuer avec le jeune. Toujours au PSG, raconte-moi la fois où Edinson Cavani t'a fait progresser pendant un avant-match. Ouais. En fait, on va au Dynamo de Moscou, je crois. Et il vient me voir avant le match, avant le massage, il me dit, Nico, tu peux me dire le gardien? Je vois le gardien, comme ça, oralement, je lui dis, plonge là, il fait ci, il fait ça. Non, mais à part ça, comment il est là? Incapable. Même si le gardien, je le connaissais et tout. Je me suis dit, Nico, il y a peut-être un axe de progression là-dessus. Et j'ai commencé là-bas à faire des montages de 2-3 minutes, et je me baladais avec mon iPad dans le vestiaire pour leur donner un peu les caractéristiques du gardien adverse. Et au départ, il y avait Cavani qui regardait, Pastore, il regardait pas trop, Di Maria, il regardait pas trop. Et plus ça allait,
et plus il y avait de joueurs qui regardaient. Donc je me baladais avec mon iPad, et voilà, lui, je lui dis, waouh, ça je le faisais pas avant. Donc ça m'a fait progresser, ça m'a fait avancer. Donc moi, c'était du pain béni avec ces grands joueurs-là. Et ces grands joueurs-là, qui avaient connu d'autres clubs et qui avaient gagné des trophées, ils regardaient tes montages, et tu dis, waouh, quand même, c'est des grands joueurs, ils regardent tes montages. Donc c'est valorisant. Quand on parle de développement d'un club et d'exigence, par exemple, c'est ça, en fait, c'est des détails que le grand public n'a peut-être pas conscience de ça, mais en fait, c'est ça, c'est d'avoir le montage pour ton attaquant à toi du gardien adverse. Exactement, avec l'outil vidéo, pour moi, qui est primordial à un certain moment. Oui, c'est les détails et tout sur l'adversaire. Le joueur, il doit connaître si son adversaire il est fort sur son pied droit, sur son pied gauche, le gardien, est-ce qu'il sort, comment il sort droit, il sort couché, et ça peut te servir à un certain moment, ça peut donner des billes à un certain moment, ou comme tout ce qui est penalty, tir au but. Moi, je conçois pas qu'un entraîneur des gardiens ne regarde pas tout ça. Enfin, je pense que tout le monde le fait, mais donc moi, je me serais dit, Nico, t'as pas tout fait. Et cette idée d'Edinson Cavani, tu l'as gardée aujourd'hui et tu la montres à Jonathan David, à Rémi Cabella ici. Après j'ai eu plusieurs formes et de méthodes. Ça veut dire qu'à certains moments, je les faisais à Nice avec Patrick Vieira qui me demandait de présenter aux joueurs, Christophe Galtier qui me demandait de présenter aux joueurs, un Lucien Favre qui me disait bah non, moi je veux pas. Bon bah je les mettais sur les télés dans la salle de massage toute la semaine ou la fin de semaine pour que les joueurs regardent. Et ici, à Lille, c'est WhatsApp. J'envoie au WhatsApp le petit montage WhatsApp aux joueurs. Mais tu parlais de la relation entraîneur-joueur avec les gardiens que tu as connus. On a parlé aussi des staffs quand tu es affilié, entre guillemets, à un entraîneur, comme Unai Emery qui veut venir avec son entraîneur des gardiens. Du coup, quand on est entraîneur des gardiens et qu'on n'est pas affilié à un staff, ça se fait de plus en plus, mais est-ce que c'est rare? Est-ce que c'est aussi pour ça que maintenant les staffs bougent? Parce que la position d'adjoint, elle peut être très dépendante de l'entraîneur numéro 1. Oui, exactement. Après, l'entraîneur des gardiens, c'est ma position. L'entraîneur des gardiens, ça doit être un entraîneur des gardiens club. Ça doit pas être un entraîneur des gardiens staff. Ça, c'est mon truc. Parce qu'à certains moments, vous pouvez mettre une philosophie de travail en place, des jeunes jusqu'en haut. Donc moi, je pense que l'entraîneur des gardiens, il doit être club. Il doit rester tout le temps et les staffs doivent venir, mais en faisant avec cet entraîneur des gardiens. Je pense que c'est ça le mieux. Et plus ça va aller, et comme là, Samba avec Sekli, plus ça va aller, et plus on va rencontrer des gardiens qui emmènent leur entraîneur des gardiens dans les clubs, parce qu'ils ont une façon de travailler, une habitude de travail, une connexion avec eux. Et je pense que plus ça va aller, plus ça va se faire comme ça. Parce que le gardien, il faut l'accompagner dans les performances, parce qu'un gardien, c'est pas un joueur, c'est pas quelqu'un qui va se dépenser à courir et tout. Un gardien, c'est mental, c'est quelque chose faut qu'il ait quelqu'un à côté de lui, un tuteur, un mec qui le guide un peu. Et je pense que l'entraîneur des gardiens, c'est le meilleur rôle. En plus, si tu le connais, si tu as l'habitude de travailler avec lui, si tu connais sa façon de travailler, voilà, c'est important. Avant de passer à Lille et ton actualité, on va passer au podium de ta carrière. C'est 3 images fortes de ta carrière, le podium. À la 3e place de ta carrière, si tu devais retenir une image. La première Coupe de France avec le Paris Saint-Germain avec Antoine Comboiré. À la 2e place. 2e place, le Trophée des Champions avec Marseille. Et à la 1re place de ton podium. La 1re place... Après, c'est tous les trophées quand je regarde mon armoire, quoi. Les trophées que j'ai, quoi. 19, 20 ? Ouais, c'est ça. Les trophées, je les avais mis dans mon garage, dans les cartons. C'est Christophe Galtier avec qui je suis passé à Nice. Il me dit, Nico, les trophées, tu fais quoi? Ils sont dans le garage. Il dit, non, achète une armoire, mets-les dedans. Et c'est ce que j'avais fait. Et voilà, après, j'ai regardé, je me suis dit, ah, quand même, parce que ça va vite. Et après, t'oublies tout ce que t'as fait. Et là... Entre Nice et Lille, ça en fait du déménagement, du coup. Oui, ça fait, oui, exactement, oui. Mais enfin, voilà, après, c'est la passion qui veut ça. Et tu te dis quand même, tu fais ce travail-là pour avoir quelque chose au bout, quoi. Avant de parler de Lille, tu parlais de Christophe Galtier. Il y a, à Nice, tu as connu Marcin Bulka, que tu es allé chercher au PSG. Et après l'arrivée de Peter Schmeichel, où là, je pense que non plus, tu n'es pas forcément à l'initiative. Pas du tout. Marcin Bulka, pourquoi tu vas le chercher au PSG quand tu es à Nice? En fait, j'ai une bonne relation avec Gianluca Spinelli, qui l'a formé à Chelsea et qui l'a amené au Paris Saint-Germain. Et j'ai Julien Fournier qui était directeur sportif. Il me dit, Nico, on va prendre un 2e gardien, juste comme ça, pour un an. On a 3 choix. On avait un gardien de Dijon, on avait un gardien de Strasbourg, et on avait Bulka. Julien Fournier me dit, moi, je suis pour celui de Dijon. Enfin, je suis bien avancé et tout sur le Dijon. Je lui dis, non, moi, c'est Marcin Bulka que je veux, parce que je l'ai suivi, parce que voilà.
Et après, Julien Fournier aurait pu me dire non, Nico, c'est comme ça et tout, quoi. Et il m'a donné cette responsabilité de choisir le gardien numéro 2 qui va venir travailler avec moi. Donc à certains moments, quand il arrive, pas facile, parce qu'il s'entraînait avec que des spécifiques, il s'entraînait pas avec le groupe, donc obligatoirement, il allait pas vite au sol et tout. Et il y avait eu un petit point d'interrogation en disant, ouais Nico, t'es sûr parce qu'il va pas vite au sol, parce que... Et petit à petit, je l'ai pris avec moi, je l'ai pris sous mon aile. Et après, je l'ai emmené, voilà, où il est actuellement. Et puis, voilà, parce que j'avais eu des contre-courants en disant, non, ne le prends pas, Nico, ici et ça. Et je me suis dit, ouais, je le crois en lui, donc je vais le prendre. Quand tu dis qu'il va pas vite au sol, c'est parce qu'il est grand ou alors c'est parce que justement il faisait que des spécifiques et il avait pas cette vitesse de réaction. Exactement. Non, c'est parce qu'il avait pas de spécifiques, il avait que des spécifiques. Et donc toutes les actions de match, il les avait pas en tête, il avait pas les repères à un certain moment. Et ensuite, petit à petit, c'est pas moi qui l'ai fait progresser, il avait ça en lui, mais il a retrouvé le rythme, il a trouvé les jambes, il a trouvé, et il s'est remis dedans, et voilà, il est ce qu'il a actuellement. Puis il y a un match qui lui fait du bien aussi, alors là c'est encore une fois le PSG, il y a encore une fois une histoire de penalty, mais ce match-là il lui fait du bien, en plus prêté par le PSG, ce match où il sort... Pareil, j'ai une anecdote là-dessus, les penaltys, bon, on me dit Nico, tu me dis, si tu me dis à droite, à gauche, et le petit Simone là, je regardais les penaltys, sur des sites et tout, sur des plateformes, et j'ai aucun penalty de lui. Je me dis, s'il tire à un certain moment, comment je vais faire? Et j'étais sur YouTube, et il avait joué la Youth League, et là, il avait tiré 1 ou 2 penalty, il avait penalty. Et quand, à un certain moment, il tire, je dis à Marcin Bulka, sur ta gauche, et il plonge et il l'arrête, quoi. Voilà. Marcin Bulka, si je peux parler un peu de lui, si j'ai un mot pour lui, c'est de la reconnaissance. J'étais au chômage, il m'a toujours appelé, il a toujours fait des choses pour moi, il m'a toujours remercié, il m'a toujours... C'est quelqu'un qui savoure ce que j'ai pu lui donner à un certain moment, et j'ai une vraie relation avec lui, pareil, comme Steve. Après, je sais pas si c'est les gens de l'Est, mais bien élevé, bien cloisonné, et ce garçon, il est extraordinaire. Et sportivement, sa marge de progression, et jusqu'où tu le vois aller? Là, il est à Nice. Moi, je le vois aller dans un grand club. Il a tout ce qu'il y a d'un grand gardien de but. Ce que les gardiens de première ligue ont, que ce soit Liverpool, que ce soit Manchester City, il a tout pour être là-haut dans un grand championnat. Et après, le tout, c'est d'enchaîner comme il fait actuellement la Coupe d'Europe, le championnat, parce que c'est ça le plus difficile pour un gardien mentalement, essayer de répéter les efforts tous les 3 jours. Et lui, il le fait plus ou moins bien, ou il a des saisons un peu plus compliquées. Mais en fait, c'est quelqu'un qui ne lâche rien. Parce que je l'ai vu aussi quand il fait opérer de l'épaule, il a rien lâché. On était sur le terrain, pareil, des choses comme ça où tu as ton gardien qui est blessé. À un certain moment, tu sors du contexte du terrain, tu vas en salle, tu vas faire des séances. Ça te fait progresser aussi parce que tu fais des exercices sur une chaise ou sur un truc suivant l'handicap. Ça, t'as pas l'habitude sur le terrain. Ce que j'ai connu aussi avec Greg Coupé quand il s'est cassé la cheville à Paris Saint-Germain. Et il y a quelque chose qui se forme entre nous. Aujourd'hui, tu es à Lille, dans le staff de Bruno Genesio. Lucas Chevalier, un peu la même question que je t'ai posée tout à l'heure pour Steve Mandanda, mais la première fois que tu le vois, alors là, du coup, tu l'avais vu un peu en match, tu avais déjà discuté, mais votre première rencontre ici à Lille, c'est quoi? C'est en début de saison? Tu l'appelles quand tu arrives pour te présenter? Ce qui se passe, c'est que moi, je viens signer, et lui, il est blessé, il s'est fait opérer du ménisque, donc il est en soins, et je vais le voir sur la table de massage, et obligatoirement, le premier sujet qui vient entre nous, c'est Mike Maignan, parce qu'il a connu Mike Maignan, qui est un peu son référent, et moi, Mike Maignan, je l'ai connu un peu au Paris Saint-Germain, donc on part sur des conversations de Mike Maignan sur sa blessure, sur sa réathlétisation, qu'est-ce qu'on va faire, enfin le plan qu'on met en place pour qu'il retrouve le haut niveau. Mais après, j'ai trouvé un garçon qui a beaucoup de personnalité, un gardien qui est chez lui, qui est dans un confort, qui est fort. Et après l'avoir côtoyé pendant plus de 6 mois, enfin presque 8 mois, est-ce que tu as la même image sur certaines spécificités, ou alors le fait d'être au quotidien avec lui, tu as découvert des choses, des qualités que tu n'avais peut-être pas vues en match ou... Ouais, après j'ai remarqué beaucoup une poussée sur les jambes. C'est inné pour lui, et il peut se permettre à certains moments d'avoir un placement un peu moins précis pour partir ailleurs, pour aller chercher le ballon, quoi. Ça, c'est... Mais après, là, on travaille sur des placements, on travaille sur des choses, sur des fermetures d'espace. On essaye d'avancer pour lui donner, mais c'est que des détails, parce que Lucas Chevalier, il a toutes les qualités. Performer en Ligue des Champions comme il l'a fait, est-ce que toi, ça t'a bluffé ou pas? Parce que bon, le niveau Ligue 1, on le savait. Jérémy Janot, dans un ancien épisode, parlait qu'en Ligue 2, il avait passé ce step-là de la Ligue 2, qu'en Ligue 1, il l'avait validé. Mais est-ce que la Ligue des Champions, c'était un step où là, toi, il t'a bluffé? Oui, parce que j'étais un peu dans l'inconnu. Je savais que le championnat de Ligue 1 est maîtrisé.
Et je me suis dit, déjà, même s'il avait fait la Conference League et tout, il avait enchaîné les matchs tous les 3 jours, je me suis dit, waouh, Ligue des Champions, là, c'est vraiment le top niveau. Et j'ai rencontré quelqu'un de simple, qui jouait des matchs de football, qui, à certains moments, descendait du bus pour aller au vestiaire et hop, switchait complètement. Ça veut dire qu'à certains moments, bam, il est dans son monde, il met son écouteur et il est dedans. Et on le sent. On sent que c'est un gardien qui est en confiance, c'est un gardien qui va faire les performances, qui met tout de son côté pour faire un grand match. Là, je trouve quelqu'un qui dégage quelque chose, qui est là, qui est présent, quoi, même malgré son jeune âge. Sa marge de progression, selon toi? Sa marge de progression, tout ce qui est après techniquement et tout, c'est tout ce qui est petit placement, petites choses, des détails aussi, de la vidéo aussi. Mais sinon, c'est quelqu'un qui va aller là-haut, c'est sûr. Tu vas encore lui envoyer des WhatsApp là, en vidéo? Oui. Après, je sais pas s'il les regarde tout le temps, mais je lui envoie. Merci beaucoup, Nicolas. On va finir cet entretien avec le face-à-face. Une question, une réponse. Ton plus bel arrêt? Coupe de France Sochaux. Si les gardiens sont des Formule 1, quelle est la pièce la plus importante? La tête. Ce qui te fascine chez les gardiens? La confiance. Ce qui t'énerve le plus chez un gardien? Le surplus. Les montées en tant que joueur ou les titres en tant qu'entraîneur? Les montées en tant que joueur. Ton modèle? Après, les modèles, j'en ai plein, quoi, mais Didier Deschamps. Ton geste préféré? L'arrêt, le plongeon latéral. L'exercice que tu détestais? Courir. On va parler des internationaux français que tu as entraînés en un mot. Grégory Coupé. Dans son monde. Mandanda. Précis. Maignan. Caractère. Areola. Bonne personne. Lucas Chevalier, même s'il n'a pas de sélection encore. Lucas Chevalier, personnalité. Le meilleur gardien du monde aujourd'hui? Thibaut Courtois. L'entraîneur qui comprenait le plus le poste de gardien? Patrick Vieira. Le conseil que tu donnerais au Nicolas Dehon né à Maubeuge? Simplicité. Merci beaucoup, Nicolas, d'avoir retracé toute ta carrière de joueur et d'entraîneur aussi, d'avoir balayé tous les gardiens que tu as pu côtoyer. Merci beaucoup pour cette heure d'entretien. Merci à vous, j'espère que vous n'êtes pas ennuyés. Merci à vous aussi de nous avoir écoutés. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous laisse également découvrir tous les autres entretiens. Plus de 20 invités ont déjà partagé les coulisses de leur carrière en Ligue 1, en Ligue des Champions, à l'étranger, lors d'une Coupe du Monde ou au JO. Et puis, n'hésitez pas à parler du podcast autour de vous, à vos coéquipiers, à vos amis, à tous les fans de sport pour l'encourager et lui donner un maximum de visibilité, mais aussi à le partager sur les réseaux sociaux, le noter, le commenter sur les plateformes d'écoute. C'est important pour que la voix des gardiens résonne encore plus et qu'un maximum de passionnés plongent avec nous dans l'aventure.